d'air et j'ai pas de quoi m'acheter un modificateur de voix. Ah putain de merde. Hop là. Je suis la justice. Attends, je suis la justice. Et je viens rétablir la vérité. La trilogie Nolan, ça pue. Non mais en fait j'explique, hein. Je sais que c'est dit de manière abrupte et violente, là dit comme ça, mais je vous assure qu'il y a vraiment une raison particulière pour laquelle je dis ça. La trilogie de Nolan avait pour but d'immiscer Batman dans un univers qui se veut réaliste, plus proche d'un polar que du film de super-héros, comme pourrait l'être un détective comics. Mais Style Détective Comics proposait quand même un univers de fiction avec des personnages surréalistes, dont un Clawface par exemple que je rêve enfin de voir sur le grand écran un jour. La trilogie de Nolan restait ancrée dans une certaine réalité proche de la nôtre. Les personnages n'étant pas particulièrement puissants, juste bien entraînés et n'étant que des costumes sans réel pouvoir. La fantaisie et donc la croyance que le spectateur pourrait avoir sur un film Batman est donc de facto détruit par ce postulat de départ. Et vous allez voir que le film Dark Knight Rises propose des passages totalement surréalistes et débiles qui font douter du sérieux de l'œuvre. Le film commence par une scène dans un avion, qui permet juste d'introduire Bane et sa bande en la validant comme un groupe solidaire, prêt à se suicider pour son boss. Sans raison autre que faire au moins le corps d'un terroriste dans l'avion. Et ensuite, vous avez la première rencontre avec Bane. No one cared who I was till I put on the mask. Qu'est-ce qu'il dit? No one cared who I was till I put on the mask. Articule! If I pull that off, will you die? It would be extremely painful. Mais comment voulez-vous avoir peur d'un personnage qui parle avec une bonbonne d'hélium sur la bouche? Non parce que là, à part me faire des chiens en ballon, je vois pas du tout en quoi il représente une menace, hein. À moins que la voix de Donald Duck vous a toujours effrayé. Bon, les Provéos, je vous aime bien, mais là, pour une fois, donc nous allons mater la version française, ça me permettra de comprendre ce qu'il dit. Le film partant d'un postulat assez effrayant en 5 minutes de film, alors qu'il en reste 2h35. Combien? Donc on voit une scène pour rappeler l'ancien film. Au moins, ils assument que leur public est atteint d'Alzheimer ou ne comprend rien à ce qu'ils voient. Pour ensuite voir Bruce fatigué et qui se fait démonter par une serve... Enfin, non, c'est sur une discussion entre Bruce et Al... Enfin, pardon, encore une scène où on voit les joujoux de Fox qui n'en foutent plus... Top! Putain, le film dure 2h35 et t'as déjà l'impression qu'il speed pour rien laisser le temps de raconter, surtout avec des scènes inutiles et sans intérêt. Oui? Quoi? Comment tu t'appelles, petit? Blake, c'est ça? Et tu veux nous chanter une chanson? Ah non, pardon, c'est pas la même émission. Non, c'est ça, tu nous dis que Bruce Wayne est Batman? Et comment tu sais ça, petit? Parce que tu l'as vu dans ses yeux d'orphelin, hein? Et c'est complètement con, hein? C'est pas comme si t'étais le seul orphelin avec Bruce Wayne qui existait dans le monde! Je veux que les phrases philosophiques du 2 se sont barrées comme la photographie et les scènes d'action à peu près visibles. À croire que The Dark Knight était une anomalie vu les défauts du Begins de retour dans le Rise. Non parce que pour donner des excuses de gamins de maternelle ou de créateurs de fanfiction pour faire avancer la suite, on n'est pas aidé. Mais promis, je reste calme, je reste calme. Quoi? Comment ça, lors d'une fusillade, on laisse une potentielle victime s'enfuir? Non mais je comprends, en vrai, il avait sûrement peur de se foirer après le 2 qui a été traité comme un chef-d'œuvre, qu'au final, je crois qu'il n'en avait plus rien à faire du 3. Le film continue de se déconstruire en direct avec Ben, le soi-disant gourou qui, 25 minutes plus tard, tue un de ses sbires gratuitement, montrant plus un côté dictateur, et ses sbires qui subit. Suis-le.
Ah oui, c'est sûr qu'il va suivre le commissaire en étant mort, hein. Ben est tellement sérieux quand il parle alors qu'on dirait juste un cliché de méchant de James Bond. On remarque que Blake, donc, en plus d'être physionomiste des mentons, Bah oui, c'est la seule partie visible de Bruce dans son costume, le menton. arrive par la magie du scénario à se retrouver pile là où les commissaires atterrissent en suivant le conduit. Faut suivre le conduit. Des égouts. Une chance donc pour Gordon qui a l'excuse parfaite pour paresser tout le long du film tranquille dans un lit douillet le pépère. Non mais faut le comprendre aussi, il a une semaine de la retraite. Et vous savez que pour un flic de fiction, une semaine de la retraite, c'est dangereux, hein. Même ceux qui font des contraventions. Je connaissais même un flic qui travaille uniquement dans le bureau. Et une semaine avant la retraite, paf, il y a une météorite qui est tombée sur lui. Ouais, fiche malédiction du flic à la retraite. Mais le film continue sur le duo comique Alfred Bruce qui font des « je devrais reprendre le costume ». Non monsieur, vous ne devriez pas. Mais si j'ai envie, mais non arrêtez, je fais des rêves tellement appuyés que je suis sûr que ça sera réel à la fin du film. M'en fiche, t'es pas mon père. Et voilà, on est content. Surtout que joie du scénario miracle, une jambe qui n'a pas réussi à guérir en 8 ans, réussit enfin à être compensée par une petite attelle. Ouf, la suite du film est sauvée par une attelle et un scénariste feignant. Fallait y penser. Et après une heure de calvaire, on décide enfin de ramener Batman, affronter le vilain petit canard, et comme attendu, la régression des scènes d'action, souvent en retard sur l'action, permet juste de ne pas comprendre et juste d'imaginer que c'est sûrement pas chorégraphié et qu'on tente de cacher la misère. Les dernières 1h40 vont être longues. Ben rentre comme dans un moulin à la bourse de Gotham et détruit les comptes de Bruce. Et malgré les preuves évidentes de son saccage et de ses manipulations, on décide quand même d'accuser Bruce Wayne d'avoir trafiqué ses comptes et de garder tout le fric. Et mieux encore, de proposer à une nana, qu'on connaît à peine, de léguer toutes les responsabilités. Alors le plaidoyer du Franprix, ça va, hein? Tu vois, là, je suis interdit bancaire et tu vois, donc j'ai mon portefeuille avec 10 000 € sur mon compte et voici le code du carte bleue, tiens, je te donne tout ça, hein? Et tu vas t'occuper de mes comptes, hein, n'est-ce pas? Et pourquoi il est parti avec mon argent, ce con? Hein? Il va pas revenir, hein? Batman ayant décidé de mettre fin au duo comique qu'il tenait avec Alfred, sûrement lui aussi à une semaine de la retraite, et de former un nouveau duo avec enfin, une nana qui porte une tenue en cuir, une voleuse qui s'appelle Selina Kyle. Enfin, pareil que c'est Catwoman, mais c'est jamais assumé, même dans son costume, parce que, tu vois, il faut faire réaliste, donc Catwoman, enfin une femme déguisée en chat, tu vois, c'est pas très réaliste, hein. Donc au final, on se demande même pourquoi ce costume, hein, surtout vu tout ce qui protège, elle est facilement reconnaissable. Mais bref, hein, passons à scénario réaliste. Donc Catbat ou Batcat, le nouveau duo comique à la mode, fonce tout droit dans la planque de Bane, les égouts. Car comme on sait, les égouts c'est parfait pour cacher des alligators, des pandas et toute une armée de ninjas surarmés. Il y avait même sûrement de la place pour des tortues ninja et leur maître et un gros rat humanoïde, mais vu que personne semble regarder en bas, mais oh surprise, Cat balance Bat à la bande par peur de sa voix d'ornithorynque. Et après une scène de baston moins bien filmée et énergique qu'une fanfiction sur YouTube, et donc le manque de musique n'aide vraiment pas. On se retrouve avec une défaite attendue, tant Bruce a aussi régressé que les scénaristes. Puisque donc après cette attaque digne de catch américain, on se retrouve avec le plan ultime d'un méchant de James Bond. Plutôt que juste le tuer, ou bien l'handicaper à vie, non, on le laisse blessé, mais pas trop, enfermé dans une prison dans un désert, à des milliers de kilomètres de Gotham, et sans surveillance. Et quand je dis sans surveillance, c'est vraiment aucun gardien, ni cellule, et même la possibilité de s'enfuir si t'apprends à sauter sans peur. Non, vraiment, j'avoue, le film fait fort pour atteindre toujours plus de level dans la connerie. Mais là, en ce moment, je pense que le film enchaîne les fautes de goût toutes plus drôles que les autres. À ce niveau, même Mortal Kombat Annihilation me paraît plus réaliste. Mais dans le summum du grotesque,
On se retrouve donc avec Bane qui décide, lors d'un match de football américain, de prévenir tout le monde qu'il a placé une bombe sur tout Gotham. Bien entendu, bombe volée à Fox et l'autre gourdasse qui vient à peine d'arriver dans la ville de Bruce et qui a repris tout Wayne Industries. Ah bah dis donc, soit elle est vraiment stupide, soit elle est derrière tout ça. Je me demande c'est lequel des deux. Clin d'œil, clin d'œil. Et la bombe explosera donc dans 6 mois, mais si vous enfuyez, bah boum en avance. Donc la police en zonzon dans les égouts, anarchie à Gotham, et les pucks cachés en pouvoir. Je crois qu'ils ont confondu avec le programme de Mélenchon. On apprend donc que la prison horrible, sans foi ni loi, n'est qu'au final qu'un camp de vacances pour Bruce. Avec ses détenus qui ne l'embêtent jamais, lui propose la télévision. Un médecin, avec massage et entraide. En gros, la prison des Balkany certainement. Sûrement les yeux de Bambi de Bruce, et attention, la médecine moderne, c'est pas pour les tapettes. Une colonne vertébrale cassée, hop hop, un coup de poing dans le dos, et on se prend une corde, et hop, c'est reparti comme en l'an 40. Didier Raoult serait si fier. Tiens, d'ailleurs, vous vous souvenez de l'agent PD qui ne voulait jamais se soigner? Eh ben, oubliez-la. Avec ou sans attelle, on l'a oublié dans le script, c'est génial. Oh putain, les blessures étant un élément clé des premières 40 minutes du film, et paf, c'est oublié. Moi aussi d'ailleurs, vivement que j'oublie ce film dans sa totalité. D'ailleurs là aussi on se dit que même le seul entraînement pour Bruce pour devenir plus fort n'étant que des pompes et des abdos pour monter un puits qu'un gamin de 12 ans a pu déjà escalader bien sûr. Se pose alors la question du QI ou le physique rachitique des pecnos qui sont encore enfermés dedans. Mais bref, Bruce sort et décide de marcher, seul à pied, sans papier ni argent, sans savoir où aller, et sûrement même en nageant vu l'endroit éloigné où c'est. Mais bon bah je présume qu'il va revenir pile pour les derniers moments avant que la bombe explose à Gotham et qui justifie donc que la bombe n'explose que dans 6 mois. Bah oui, faut du réalisme. Et ça serait pas très réaliste de revenir en 2 jours d'une putain de prison qui ferme des soignants qui te soignent à mal de dos à coups de poing en arrivant à sauter juste en faisant des abdos et en marchant 4 mois dans un putain de désert au hasard. Mais bref, passons, je veux bien croire qu'il a pu au final se payer un billet d'avion avec sa batte Credit Card. Et si je fais des références à Batman et Robin pour parler de Dark Knight Rises, c'est que ça pue vraiment. Donc comme de par hasard, car le calendrier des dates du suspense sont bien fichus, il arrive 2-3 jours avant le moment fatidique. Et puis bah comme Bruce est atteint d'Alzheimer, il redemande à Selina d'être à nouveau son partenaire. Oui, celle qui l'a trahi. Hein. Ne me demandez pas, j'ai arrêté de comprendre. Et donc Batman, qui est censé être le personnage le plus cynique, celui qui a un plan contre toute la Justice League, qui se méfie de tout le monde et prend toujours sur soi toute la misère du monde, tant son traumatisme l'a renfermé sur lui-même, et ce même encore avec les événements de The Dark Knight et Begins, décide enfin dans ce film d'aborder toute trahison et merde qui lui arrive avec un air d'huître pas fraîche. Bref, du coup, à ce niveau, autant lui demander de te foutre un poignard à l'homéopathe directement, mais obligé de continuer la critique et finir rapidement le film. Mais comme nous sommes toujours pas au bout de nos surprises, à ce final de trahison... Oui, n'oubliez pas Marion pour le twist final attendu. James, qui décidément est toujours à une semaine de la retraite, se fait piétiner par les sbires de Bane et doit choisir entre la mort et marcher sur de la glace fragile qui va entraîner la mort. Choix cornélien qui permet de laisser quelques secondes pour celui-ci d'être sauvé par Batman et... Oh, ok. Non mais... Pourquoi vous continuez de parler dans la glace fragile, bande de cons-neuleux ? Elle risque de casser à tout moment, et toi tu présentes les effets pyrotechniques de l'immeuble que tu as saccagé pour annoncer ton retour, et putain de merde de con de film de... Désolé, je viens de reprendre mon calme, mais nous allons imaginer la situation en nous mettant à l'intérieur du film. Merci Batman, merci de nous avoir sauvés. Bon, par contre, on devrait pas s'éloigner, hein? Non mais, commissaire Gordon, là... pas sûr que ce soit une bonne idée de rester dans une glace fragile qui risque de se casser à tout moment, hein, surtout au vu de notre poids, hein, et avec son costume Batman, c'est un peu plus con. Ah, magnifique ton effet pyrotechnique, Batman. Magnifique. Super beau. Mais jouer avec du feu dans une glace fragile encore ? Non, parce que je sais pas si tu sais, mais ça risque d'être dangereux, hein. Et en plus, Bane a un détonateur.
Et donc à tout moment il peut appuyer sur le bouton et faire exploser tout Gotham, hein. Donc ça serait mieux, si tu veux faire ton retour, de le faire de manière subtile, hein. Pas avec un grand effet pyrotechnique dans l'ancienne. Pourquoi personne m'écoute? Pourquoi personne... Allô, Batman? Ah, Batman! Batman! Ici vos neurones, elles aimeraient bien se connecter à votre cervelle. Dans l'explication possible, Batman a gardé des séquelles au cerveau. Mais heureusement, Ben, oubliant qu'il a un détonateur, décidément la bêtise étant contagieuse dans ce film, décide de crier, tel le méchant d'opérette qu'il est, un grand... C'est impossible. Oui, j'ai toujours rêvé de voir un combat de débiles mentaux, hein. Les épreuves de lutte au gyro paraplégique étant mes préférées. Donc, Bad Mongolito sauve les policiers, prépare une attaque de fou sur Gogol Bane et ses hommes, en signant d'ailleurs la grande forme des policiers qui sont enfermés dans une prison, avec peu de bouffe depuis 6 mois, mais bref, passons sur cette subtilité réaliste, encore une fois, et de remarquer que le plan consiste juste à foncer sur des gars armés en gueulant comme des putois. Mais heureusement, les sbires de Bane visent aussi bien qu'un Stormtrooper. Et oui, messieurs, dames, on aura le droit à tous les clichés du film d'action en 2h40. Eh bah putain, ça aura au moins servi à quelque chose de l'étaler sur autant de temps. Et vu que Bruce a fait des abdos, cela lui suffit donc pour faire maintenant jeu égal avec Bane. Ne jamais sous-estimer le pouvoir des abdos. Pour au final durer sur moins de 5 minutes, autant dire que, question action, on en a pour notre argent dans ce film. Nolan, tu as vraiment décidé de saboter toute espérance de joie et de bonheur dans ce film? Au final, après toute cette débauche de pas grand-chose, il s'avère que Marion Cotillard, la nana mise en présidence de Wayne Enterprise, parce qu'elle a couché avec Bruce une nuit, hein, pour rappel, étant en fait une traîtresse travaillant avec Ben et que c'est elle-même la chef. Petit message de prévention, à toi chef d'entreprise qui souhaite léguer celle-ci, vérifie que sur le CV il n'est pas fait mention dans les loisirs d'être chef d'une armée de ninjas. Cela peut être fatal. Donc après un twist final de ouf, qu'on s'y attendait même pas, Talia, la fille de Ra's, le méchant de Begin, poignarde Batounet qui n'en revient pas avec ses gros yeux ronds et sa bouche grande ouverte d'actrice porno. Mais je suis sûr qu'il pourrait lui reproposer de reprendre son entreprise après ce léger malentendu de 3 fois rien. Hein. Pardonne facilement dans ce film, ce Batou. Mais comme ici nos méchants sont aussi subtils qu'un ennemi dans Totally Spice, elle décide alors d'expliquer toute sa motivation en frotti-frotta le bouton du détonateur. Le temps que Jess Gordon ait le temps de désactiver la liaison entre le détonateur et la bombe. Et ce, bien entendu, malgré qu'il va se faire poutrer la gueule, faire tomber le bidule, qui sert à désactiver le machin dans un endroit aussi serré qu'un slip moulant sur Pierre Ménez, avant que Talia décide enfin d'appuyer sur le bouton, qui désactivera à l'arrache, bien évidemment. L'art subtil et réaliste du suspense. Alors Talia, bah tu vois, elle boude. Et faut qu'elle boude en mode méchant. Donc elle s'enfuit dans un camion en butant un flic. Pas de Batman, qui tient sa merci. Non, juste le flic qui passait par là et qui n'était rien qu'un figurant, et que ça coûte cher un figurant. Donc autant s'en débarrasser. Mais bon, derrière, vu le temps que ça met pour buter un homme poignardé et dont on tient la tête, Catwoman a le temps d'arriver et de sauver Batou et de buter Bane à coups de flingue. Petit aparté, mais derrière, les films de Snyder avec Batou et Sup ont été critiqués pour ça, le nom de personnes qui tuent tout le long du film. Et pourtant, personne n'en a rien à battre sur les Nolan. Mais le pire, c'est que cela contredit un peu la morale du 2 quand même, alors que le fait de ne pas tuer était central, surtout contre la confrontation idéologique du Joker. Mais bon, Batman, encore une fois, semble pardonner très facilement et acquiescer tout ce qui lui arrive avec l'intelligence d'un marcoulin décédé. Course-poursuite contre Talia, elle meurt comme une merde, Nolan prouvant qu'à ce stade du film, il a déjà abandonné la piste de montage et de rattraper toute la merde auparavant faite. À moins que cette scène est là pour faire oublier justement toutes les conneries précédentes en proposant quelque chose de pire juste avant la fin. Avec un Batman qui continue d'avoir la bouche grande ouverte, sûrement pour gober les mouches, et décide de se sacrifier et exploser au loin dans la mer avec une petite explosion qui au final n'aura pas tué grand monde à Gotham. Blake semble prendre la relève et s'avère s'appeler Robin. C'est méga subtil, putain!
Alfred revit son rêve, mais cette fois, voit Bruce et Selina ensemble boire un coup. C'est la fin. Je suis ravi. J'en pouvais plus. Alors comment conclure? En un mot, mot. En deux mots, Momo. Et en une plus longue phrase, le film enchaîne les ratages, que cela soit niveau réalisation, avec des alternances jour-nuit incompréhensibles, des faux raccords, des prises ratées, un manque flagrant d'expertise pour donner de l'épaisseur dans le récit, et la photographie étant aussi aux abonnés absents, ou la direction des acteurs qui semble complètement à l'abandon. On sent que le film fut forcé de sortir pour donner une fin après l'énorme succès de The Dark Knight et dont la mort de Heath Ledger a bousculé les plans. Empathie alors la vision du spectateur et le spectacle et sa mobilité à croire à cette fiction qui pose des bases de son univers sur un sol savonneux et sans base solide. La suspension consentie de l'incrédulité est alors mise à mal, celle-ci servant à accepter de vivre une fiction comme s'il s'agissait de la réalité pour mieux ressentir ce que pourrait être la situation évoquée. Le petit souci étant, c'est qu'entre l'univers réaliste que semble imposer Nolan et les situations surréalistes et absurdes que vivent nos héros, le tout s'oppose sur l'ensemble d'un métrage qui n'a alors que sa forme, qui était bien desservie sur The Dark Knight, mais carrément à l'abandon sur Begin et Rise, cacher la misère et la vacuité que propose cette trilogie dans son ensemble. Et je vais pas vous mentir, c'est ce qui me repile le plus dans la trilogie de Nolan, c'est qu'elle est devenue le symbole de ce que doit être une adaptation de Batman, réaliste, froide et sans saveur. Les films de Tim Burton étant pourtant très éloignés du comics, s'immiscent pourtant mieux dans ce concept pour croire à cet univers vu qu'il est de base fantaisiste. C'est pareil pour celui du Batfleck de Snyder's, avec bien entendu donc ces méchants surréalistes dans BVS ou Justice League. Le tout est beaucoup plus crédible que celui du Bat Bell. Mais la réaction du public qui entend celui du Bat Bell par rapport aux deux autres se retrouve alors le plus gros défaut des futures adaptations de Batman, qui est la perte de cette origine comique au détriment du côté cinéma. On peut alors dire au revoir à cette envie d'adapter des personnages forts comme Clayface, voire même un Macbeth ou une Poison Ivy qui aurait véritablement fusionné avec la nature, faisant perdre beaucoup de symbolique et de méchants charismatiques de l'univers de Batman. C'est donc naturellement pour ça que je viens vous faire cette vidéo, certes jouer au rabat-joie, mais pour montrer qu'au final, le succès d'une œuvre peut détruire la source de celle-ci pour en faire un simple objet sans valeur et artificiel. Mais bon, dans un monde où on glorifie le MCU, qu'est-ce qui me prend d'espérer un futur meilleur pour le cinéma? En attendant que je tente à nouveau de me suicider, j'espère que vous aurez apprécié cette émission de cinéma et que vous apprécierez les prochaines qui arrivent prochainement, avec j'espère des bons films cette fois. Et moi je vous dirai justement, donc n'hésitez pas à rager, à laisser toute votre haine dans les commentaires ou bien de faire un avis constructif. Et oui, parfois ça peut arriver. Et moi je vous dis, chaîne. Ciao.